Madame, Monsieur, bonsoir. Rétrospective internationale ce soir dans Question d'actu. 2025 aura été une année de bascule. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a rebattu les cartes de l'ordre mondial. Et dans le même temps, la relation sino-américaine se structure davantage autour de la compétition économique, technologique et commerciale. On est loin de l'époque ou des idéologies. En Europe, comme dans plusieurs régions du monde, en parlant d'idéologie, les cycles électoraux ont confirmé une progression des forces conservatrices, tandis qu'une certaine génération Z apparaît de plus en plus comme un acteur politique autonome, notamment sur les questions sociales et économiques, un mouvement qui a touché plusieurs pays dans le monde. On en parlera dans cette émission. Sur le plan géopolitique, les conflits persistants à Gaza, en Ukraine et au Soudan continuent de peser sur la stabilité internationale. Plusieurs pays africains connaissent également des transitions politiques complexes, parfois même en dehors des cadres constitutionnels. Et sur le plan économique, la hausse du prix de l'or, l'extrême volatilité du Bitcoin, la progression des budgets militaires, notamment européens, et la contraction de l'aide publique au développement traduisent une redéfinition des priorités budgétaires, surtout stratégiques. Et dans ce contexte, nous tenterons ce soir de comprendre si ces évolutions relèvent d'ajustements conjoncturels ou d'une transformation plus profonde de notre ordre mondial. Et pour ce, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir sur le plateau de Questions d'actu le directeur de publication du site yebiledi.com, Mohamed Zouar. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Et aussi une joie de l'accueillir pour commenter cette année 2025, notre expert en sécurité en stratégie, colonel Hassan Saoud. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir madame et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Et ma première question, messieurs, et je commencerai par vous, colonel Saoud, quel est l'événement qui aura, pour vous, le plus marqué cette année 2025 qui touche bientôt à sa fin? Comme vous l'avez dit en préambule, une élection américaine qui ramène le président Trump à la présidence des États-Unis. Je le dis parce qu'elle a des suites. Il y a de la disruption. Oui. Il y a un changement dans les rapports de force, des rapports dans les relations internationales. Et il y a certainement cet acte ou ces mesures douanières contre beaucoup de pays, y compris les plus proches. Et c'est quand même un événement important. Ceci dit, je dirais que 2025 aussi reste une année où la conflictualité a quand même augmenté. On a vu, en plus de ce que vous avez cité, évidemment, le Nord Kivu. On a vu le conflit qui a été gelé temporairement, Thaïlande et Cambodge. On a vu des conflits latents qui commencent à se manifester. Et pour être un peu pessimiste et réaliste, on a une situation humanitaire en 2025, un record dans le malheur des gens. Plus de 120 millions de déportés ou de réfugiés dans le monde. On n'a jamais atteint, avec toutes les conséquences sur les femmes, les enfants, et puis cette... Faut-il préciser que beaucoup viennent ou sont en Afrique? Eh oui, 47% à peu près sont dans notre continent. Et la conflictualité africaine n'a pas encore cessé. Le terrorisme vit encore, survit encore. Et nous sommes dans un conflit épicentre de toute la conflictualité et toute l'instabilité relativement au reste du monde. Mohamed Zouar, vous... Je rejoins plusieurs points qui ont été évoqués par colonel Saoud et qui ont effectivement marqué l'année. Ce que je retiendrai, moi, tout particulièrement, c'est ce qui s'est passé au Proche-Orient, avec un changement complet des
des rapports de force et avec une communauté internationale qui clairement est absente ou qui a laissé Israël et les États-Unis remanier les cartes et reprendre possession de la région au niveau du pouvoir militaire, au niveau de l'équilibre des forces qui a complètement changé, avec une utilisation de la technologie assez poussée, de manière assez inédite, avec ce qui s'est passé. L'armée israélienne qui a réussi quand même un sacré coup avec les beepers qui ont explosé. Deux sacrés coups, voilà, plusieurs sacrés coups, oui. Mais le premier technologique sur les beepers avec le Hezbollah, les bombardements évidemment sur Gaza, mais ça avait commencé avant, et donc le containment du Hamas, et aussi au niveau de l'Iran, qui était un peu la menace qui permettait une sorte d'équilibre des forces au niveau, un équilibre précaire, bien sûr, mais un équilibre tout de même au niveau de la région. Équilibre, après, ça dépend pour qui, parce que l'Iran aussi est origine de déséquilibre dans plusieurs pays de la région. Je parlais plutôt entre Israël et... Oui, et voilà. Absolument. Et effectivement, là, il y a aussi eu un changement, une bascule. D'abord avec Israël, où il y a eu une utilisation d'armements nouveaux, les drones, de techniques nouvelles, avec le ciblage de certains hauts responsables du Hamas directement en Iran, au Qatar aussi, plus tard. Et puis, cet équilibre, en fait, qui semblait être un équilibre, qui en réalité a montré le faible potentiel, relatif bien sûr, de l'Iran face à la technologie et à l'armement d'Israël, avec bien sûr le soutien américain. Mais on a vu Téhéran assez démuni, alors qu'on pensait qu'il y avait plutôt une sorte d'équilibre des forces. Eh bien non, là réellement Israël sort de cette année de conflit, sort la grande gagnante, en tout cas au niveau défense, pas forcément au niveau image, mais sort la grande gagnante de ce conflit au Proche-Orient. Alors, on va peut-être commencer par décortiquer chacun des points que vous avez évoqués, messieurs, parce que c'est un tour d'horizon de l'actualité internationale un peu partout. On va commencer par les États-Unis, et je pense qu'il y a consensus. S'il y a un événement qui a chamboulé l'actualité internationale sur plusieurs fronts cette année, c'est bien le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, colonel Hassan Saoud. Quelle première rupture géopolitique majeure pour cette nouvelle administration Trump, et quelles sont les nouvelles priorités stratégiques de Washington après la réélection de Donald Trump? Tout d'abord, permettez-moi quand même de faire un autre point sur la situation internationale. Oui. Nous avons une organisation des Nations Unies inopérante. Nous avons un OMS dénoncé, malheureusement, et nous avons une organisation mondiale du commerce qui est stérile. Et ces trois éléments, ces trois institutions contribuent quand même à la régulation politique, économique, etc. Malheureusement, ça ne marche pas. Pour ce qui est du président Trump, il a eu une première expérience où il était inattendu, évidemment, et puis une deuxième fois au pouvoir. Je pense qu'il en a tiré des conséquences qui, de mon point de vue, n'intéressent que lui. Premier élément, l'infidélité au lieu de la compétence. Deuxièmement, on met à côté tout ce qui est institutionnel et on s'attache à des personnes, notamment pour tout ce qui est des affaires étrangères, où des amis ont eu des dossiers quand même qui sont très importants, notamment le dossier ukrainien, entre autres, aux dépens des diplomates dans le métier et justement la négociation. Et puis, ce pavé dans la mare, dans les relations commerciales, économiques internationales, Canada, Chine, Europe, presque tout le monde.
avec le résultat que l'on sait, et la situation n'est pas encore finie, est-ce qu'il va réviser ses prévisions à la baisse? Je ne sais pas, mais en tous les cas, il a mis les États-Unis quand même dans une posture difficile. Il va falloir peut-être qu'il change de logiciel concernant les relations avec certains pays pour l'équilibre du monde et pour... on ne peut pas lui reprocher d'être America First. Il a bien été élu pour cela. Absolument. Après, Mais je pense qu'il faut qu'il se rende compte que les États-Unis, c'est quand même un géant mondial. C'est quand même un pays qui a toujours contribué dans les relations internationales à la paix des fois dans les conflits, mais il reste un leader occidental. Mais la priorité stratégique aujourd'hui pour les États-Unis, selon vous, enfin, en 2025, qu'est-ce qui ressort? Est-ce que c'est le commercial? Est-ce que c'est le militaire? Est-ce que c'est le politique? D'abord, politique. Comment on pourrait définir la politique étrangère américaine, ou en tout cas la priorité de l'administration dans ce sens? Elle est de politique intérieure. Je pense que le renforcement de la société américaine qui est selon lui, et puis sur le plan des rayonnements international, il a quand même le courage d'affronter certains conflits pour essayer de les régler, bon an, mal an. Nous y reviendrons. On va peut-être y revenir. Parce qu'il y en a beaucoup de conflits. Et il y en avait beaucoup. Il faut le saluer pour ça, même si, avec les limites que la dimension des conflits lui oppose. En tout cas, c'est pas mal d'avoir essayé. Oui. Est-ce que vous pensez que ces changements pourraient influencer, les changements de priorité pourraient influencer les équilibres, la dynamique transatlantique, par exemple? Tout à fait. Et là, l'Europe s'en rend compte. Je pense que l'Europe était dans un confort et une paresse stratégique tel qu'elle n'a jamais pensé à faire sans les États-Unis. Le résultat est là. Les États-Unis restent prépondérants dans l'OTAN et l'Europe n'a pas réussi à construire une Europe de défense. Une armée. Et elle s'en rend compte aujourd'hui dans le conflit russo-ukrainien avec la limite de son potentiel, de son industrie militaire, etc. Et je pense que c'est une erreur. Il faudrait beaucoup de temps pour qu'elle puisse rattraper ce retard-là. Beaucoup de temps et de moyens. Est-ce que l'Europe a encore aujourd'hui les moyens de se réarmer comme elle l'envisage, l'ambitionne? Si Mohamed Zouar, d'abord un commentaire peut-être sur ce changement de paradigme trumpien, il faut le dire, et aussi l'Europe. Alors, le changement de paradigme, en fait, il a été pris en compte, en tout cas dans la politique américaine, il a été pris en compte déjà sous Obama. C'est-à-dire qu'il y avait un mouvement de bascule vers l'Asie. Et la principale menace économique, militaire pour les États-Unis, qui est la première force militaire au monde, c'était clairement au niveau de l'Asie, au niveau de la Chine. Et au niveau économique aussi, où il y a eu une sorte de bascule vers l'Asie, notamment l'Asie du Sud-Est. Et donc il y a eu cette prise en compte, mais de manière soft, de manière pacifique, parce que c'était aussi son style, de la part d'Obama. Aussi, il porte le nom de mais en même temps, cette continuité, il y a eu cette bascule, déjà dans le premier mandat de Trump, et là encore plus dans ce second mandat, où il y a eu vraiment c'est la volonté du plus fort. Donc il y a une politique beaucoup plus viriliste, où Donald Trump et les États-Unis prennent acte que le principal rival, ce sera la Chine, change d'alliance. Par exemple, Poutine n'est plus réellement un ennemi, la Russie n'est plus réellement un ennemi. La Russie affaiblie par un conflit n'est plus réellement un ennemi. Et ça a joué aussi. Ils ont adversaire. Ouais. Adversaire, voilà. En tout cas, pour Trump, je pense qu'il y a une vision un peu ancienne qui est en train de revenir, une vision du monde qui est un peu ancienne, où en fait chaque force militaire, politique mondiale
parce qu'il y aura un équilibre, ou il y a un équilibre qui est en train de se dessiner, aura un précaré. Pour les États-Unis, c'est l'Amérique, et d'une certaine manière un camp occidental, mais non plus un camp occidental où l'Europe est un allié, mais un camp occidental où l'Europe est un vassal des États-Unis. C'est là où il y a un changement. On est un peu dans le Léviathan de Hobbes. C'est je suis le plus fort et vous devez vous soumettre d'une certaine manière et vous devez m'accorder les pleins pouvoirs. Donc si vous voulez que je vous défende, il faudra m'écouter. C'est ce qui a été dit quasiment texto à l'Europe. Si vous voulez l'OTAN, il faut passer à la caisse. Les États-Unis ne vont pas vous défendre gratuitement. Et donc il y a une sorte de... Ça avait déjà été formulé par le président lors de son premier mandat. Tout à fait. Et là, on le sent que c'est de plus en plus acté avec la guerre en Ukraine. Vous avez parlé d'une politique viriliste, mais tout à l'heure, Colonel Saoud a mis la lumière sur un point très important. C'est-à-dire ce que vous décrivez des États-Unis par rapport à leur relation à l'Europe, en tant qu'allié ou vassal, ça n'a pas vraiment changé. Ça a toujours été le cas. Mais on va dire que c'est une question de sémantique et de bonnes manières diplomatiques qui font qu'on ne se rend pas réellement compte que ça a toujours été... C'est ça le rapport entre les Américains et les Européens. Il y a toujours eu un rapport de force, il y a toujours eu bien évidemment un déséquilibre, mais... il y avait une certaine bienséance dans les relations entre les États-Unis, entre Washington et Bruxelles pour désigner l'Union européenne. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun maquillage. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une relation Trump ne fait pas dans le maquillage. Complet. Voilà, il fait dans le direct, sans filtre. C'est-à-dire, le Danemark, vous devez nous donner le Groenland. La France, je veux vous obliger à accepter telle ou telle mesure économique. L'Union européenne, je vous traite, puisqu'il y avait des responsables de l'Union européenne qui étaient allés à Washington, je vous traite, enfin, vous devez signer. Vous venez, vous êtes plusieurs, vous me devez presque allégeance d'une certaine manière. Donc on voit qu'en fait la relation, la dialectique a complètement changé. On ne traite pas un allié de cette manière. Mais pour Trump, c'est une zone, le précaré des États-Unis. Mais ils peuvent toujours compter sur Washington, les Européens. En tout cas, sur l'Ukraine, c'est de plus en plus délicat. On sent qu'il y a une sorte de lâchage. C'est-à-dire que pour Trump, étant donné que l'adversaire principal, c'est Pékin, la Russie n'est plus l'adversaire principal. Alors que pour l'Europe, ils sont encore dans la dialectique où dans ce conflit, on a peur de Poutine, on a peur de la Russie. Nous, notre principal ennemi économique, ce serait peut-être la Chine, mais militaire... Technologique aussi. Voilà, mais militaire, c'est la Russie. Et on voit l'Europe qui essaye d'augmenter les budgets. L'Allemagne, qui pendant longtemps a été très pacifiste, avec très peu de budget militaire, doubler, tripler les budgets militaires et réinstaurer une industrie de l'armement très forte. Exact. Donc on voit qu'il y a une vraie... urgence, pour ne pas dire panique, de la part des Européens et les États-Unis qui regardent en disant écoutez, nous, on lève le pied sur l'Ukraine, débrouillez-vous, nous, ça ne nous concerne plus, ou en tout cas, ça nous concerne moins, et on est prêt à offrir les territoires perdus de l'Ukraine à la Russie du moment qu'il y a une sorte d'apaisement, parce que nous, notre urgence, c'est la rivalité vis-à-vis de Pékin. Et ce qui est intéressant, puisque vous parlez de ça ne vous concerne pas, c'était cette réaction aussi de Donald Trump quand un dirigeant européen, pour ne pas le nommer, le président français, avait critiqué l'approche américaine vis-à-vis du Venezuela. Ils ont dit, si ça ne vous dérange pas qu'on vous envoie des missiles pour l'Ukraine, donc pour vous défendre, parce que vous défendez vos frontières, alors je ne vois pas pourquoi vous devriez intervenir, ou en tout cas commenter notre intervention en Amérique latine, parce que nous défendons nos frontières. Comment la guerre en Ukraine transforme les politiques de défense européennes aujourd'hui, Colonel Saoud, vous en tant qu'expert en sécurité? Peut-être ajouter rapidement sur le rapport USA-Europe. Oui. Il faut dire qu'il a quand même créé des proxys au sein de l'Europe, et cette extrême droitisation en vogue en Europe, les États-Unis, via son vice-président, n'est pas étrangère. Il faut le signaler. Quel pays La Hongrie La Hongrie, la Tchéquie, et vous avez des pays qui sont devenus quand même, et qui vont devenir extrême droitisés.
ce qui est quand même un changement de politique. Vous pensez que Donald Trump a un effet sur la montée de la droite en Europe? Je pense qu'il y a des dynamiques intérieures. Mais sous Trump, il y a quand même une accélération avec l'Italie. Donc c'est plus des dynamiques antérieures, peut-être qui ont été nourries aussi par le style de Donald Trump. Tout à fait. Qui réussit finalement à avoir ce qu'il veut, quoi. Mais il y a un côté pragmatique de Donald Trump et des États-Unis, c'est la realpolitik. Si je peux soutenir des partis qui peut-être arriveront au pouvoir, d'ailleurs il y a eu Donald Trump, mais il y a eu le vice-président, et aussi à l'époque où il était encore dans l'administration Trump, Elon Musk, où il y a un vrai soutien à l'extrême droite allemande, on se souvient. Donc c'est une alliance d'intérêts. Plus qu'idéologique, peut-être qu'il y a des ponts idéologiques, mais surtout une alliance d'intérêts, parce qu'ils estiment que ce centre-droit, centre-gauche un peu mou n'est pas dans l'intérêt des États-Unis, qui veut justement montrer de la virilité. Sur l'Ukraine, je pense que la situation n'est pas près d'être réglée. En 2025, pourquoi? Parce que chaque camp compte sur un rapport de force accompagnant les négociations. Et la Russie arrive quand même à gratter du terrain, notamment dans le Donetsk, même s'il n'a pas la totalité des territoires. Et au cours des négociations, je pense que les 28 points qu'on avait présentés pour régler ce problème ont été réduits à 20, puis encore une réduction, mais il y a un achoppement sur l'essentiel. Je ne sais pas si c'est la question que vous me posez. Sur l'Ukraine. Oui, bon, après c'est sur les défenses européennes, on en a parlé. Oui, mais est-ce que vous, peut-être ce que vous dites, parce que l'Ukraine, dans quelques semaines, ce sera triste anniversaire de 4 ans de guerre. Oui, et donc les Européens... 2025, on l'a vu, malgré les moultes tentatives, la dernière en date, c'est les Américains qui sont entrés... À Miami, exact, mais on voit que les deux campent sur leur position, l'Ukraine, la Russie. Absolument. La Russie veut garder les territoires qu'elle contrôle actuellement. Combien de territoires ukrainiens contrôle l'armée russe aujourd'hui? Elle a déjà la Crimée. Oui. Combien d'oblasts? 4 oblasts qu'il n'a pas totalement conquises. Mais que le président russe a déjà inséré par un référendum. Un référendum où tous les 4 oblasts et plus la Crimée sont des territoires russes. Ça, il faut le savoir. Il l'a déjà fait avant. Avec l'invasion, il a fait un référendum, soi-disant en y joignant les populations de ces oblasts-là pour dire que c'est des territoires. Bon, l'Europe par rapport à ça. Il y a un soutien certain pour l'Ukraine. Ont-ils les moyens? C'est un autre problème. Et c'est vrai, parce qu'il y a un retard tel que même si vous mettez 8-10% du budget pour la défense, il faudra beaucoup plus de temps pour se mettre au niveau et pour pouvoir aider l'Ukraine. Aujourd'hui, les amis de l'Ukraine, ils sont une trentaine à peu près, tentent de les aider, mais il faut dire aussi que côté ukrainien, il y a des frappes mortelles pour vous avez les raffineries, vous avez même des sous-marins qui sont attaqués, et vous avez tout dernièrement, il y a 2 jours, une base secrète où il y a des avions secrets qui a été touché. Et sur le plan d'une frappe à but économique, je pense qu'il restera des effets. Maintenant, la Russie a montré jusqu'à présent une résilience. Est-ce que les sanctions continueront à faire mal? Visiblement, oui.
Mais la position... Visiblement, oui. Pourquoi, si on voit la résilience de la Russie, malgré les 4 ans de guerre, en sachant que l'Ukraine, c'est quand même au moins 28 pays derrière. 29 pays derrière, si on compte le Royaume-Uni, les États-Unis et plus les 27. Les 27, même s'il y a quelques divisions sur l'aide à l'Ukraine. Mais moi, ma question, non, mais la résilience, madame, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas mal. Ça veut dire que vous supportez le choc. Mais est-ce que le fait de supporter le choc pourrait faire encore durer cette guerre? Qui va plier en premier? Est-ce que les Européens craignent aussi? Et si oui, est-ce que c'est justifié, c'est justifiable que la Russie passe après l'Ukraine aux pays baltes, voire la Pologne? Ça, c'est une hypothèse qui est avancée par les Européens. Mais sur quelle base elle est avancée, cette... C'est des renseignements et c'est des comportements qui font que... Est-ce qu'il y a un comportement expansionniste des Russes aujourd'hui? Mais ce qu'il a fait, ce n'est pas de l'expansionnisme. C'est toucher à une frontière internationalement reconnue et à l'intégrité d'un pays des Nations Unies. Ça, il ne faut pas et la position de notre pays sur ce plan-là, sur l'intégrité, a été un vote positif. Il faut le reconnaître. Le reste, ça vient. Mais il n'est pas... Vous savez, malheureusement, le président russe est un nostalgique de l'Empire. Et l'Empire, je pense que, fort heureusement, les pays baltes que vous évoquez font partie de l'OTAN. L'article 5 pourrait marcher, et donc je ne pense pas qu'il puisse quand même s'aventurer. Il faut qu'il termine le travail à l'Ukraine d'abord, peut-être qu'il verra après. Si vous n'avez pas de commentaires à faire sur le dossier juste sur la défense européenne, oui. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la crise ukrainienne, la guerre en Ukraine et la peur d'une invasion potentielle par la Russie de certains pays européens, baltes notamment, c'est que ça a créé à la fois une volonté ou une communauté pour la défense de l'Ukraine, pour l'armement, pour un réinvestissement militaire, industriel ou militaire, mais en même temps sans colmater les divisions. Et en réalité, ce qui s'est passé, on l'a vu, au départ, c'est on vote un budget commun pour le réarmement et en même temps des programmes qui étaient communs, comme je crois les avions de chasse de nouvelle génération, alors que l'Allemagne était avec la France, je crois peut-être aussi l'Italie, et bien finalement l'Allemagne veut faire cavalier seul, la France, la discussion de Dassault, enfin les propos de Dassault ont fâché, etc. Donc on voit qu'il y a à la fois une volonté de faire du commun, pour une défense européenne, et en même temps une incapacité à s'entendre sur l'essentiel, alors qu'il y a une menace existentielle, selon eux en tout cas, selon leur hypothèse, selon leurs propos, il y a une menace existentielle sur la sécurité de l'Europe. Est-ce que le basculement, ou en tout cas l'augmentation des budgets militaires, a eu son effet sur la baisse? Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet sur la contraction des budgets de l'aide au développement, de l'aide publique au développement de plusieurs pays? Pas seulement, alors sur l'aide au développement et même sur certains secteurs vitaux, ou en tout cas importants, dans les pays en question. Sur l'humanitaire. Voilà. Mais comment les pays bénéficiaires s'adaptent à ce nouveau contexte? Parce qu'on l'a vu, d'abord, il y a l'élection de Donald Trump avec Elon Musk à la tête de cette administration très furtive, des Doge, qui un peu contrôle les finances de l'État, pour faire très simple et bref, qui a arrêté beaucoup d'aide au développement, plus d'autres pays qui ont suivi. L'Allemagne aussi a baissé le budget d'aide au développement. La France aussi a baissé, et c'est de circonstances, ça se comprend. Comment les pays bénéficiaires s'adaptent ou devraient s'adapter davantage à ce contexte? Pour avoir discuté avec, on avait fait un article d'ailleurs sur la Biladi, avec des associations ou des organismes qui bénéficiaient du CED, entre autres. Le programme d'aide américain, ou bien l'AFD ou d'autres organismes.
certains programmes ont été gelés, bloqués d'un seul coup, ou bien parfois on essaye de trouver d'autres financements, donc d'autres sources de financement internationaux, mais on parlait de l'OMS tout à l'heure sur le domaine de la santé, là aussi c'est compliqué, dans les programmes de développement, dans les régions enclavées, etc., on est vraiment dans une situation où le financement international qui était confortable, en tout cas, qui permettait d'avoir des programmes assez intéressants. Aujourd'hui, ces associations, ces organismes se retrouvent assez démunis. Sur la santé, on parle en Afrique par exemple, sur le sida, c'est des questions qui posent problème. Alors souvent, on va vers des mécènes privés. Des mécènes privés, des fondations, comme la fondation Bill Gates, etc., qui peuvent permettre de colmater ou de compenser une partie de la baisse. Mais beaucoup se plaignent d'une situation très délicate en cette année 2025 avec l'arrivée de Trump au pouvoir et l'arrêt brutal de l'USAID des États-Unis. C'est vrai que les perspectives sont quand même assez inquiétantes s'il n'y a pas un redémarrage de cette USAID. Il n'y a pas d'alternative, surtout, aussi. À part le surtout privé, qu'il y a des comme je pays disais. européens, oui, surtout qu'il y a d'autres pays européens aussi qui ont réduit. Réduisent, oui, tout à fait. Absolument. Colonel Saoud, peut-être un mot sur les nouvelles logiques de coopération qui émergent à la lumière de baisse de l'aide publique au développement, aussi, il faut le dire, un certain souverainisme de certains pays. Quelle est l'alternative? Parlons-en. Bien, nous sommes aujourd'hui dans un paysage mondial assez éclaté, même au niveau des alliances, où on n'est plus dans cette configuration Est-Ouest. On est passé de l'unipolaire, du bipolaire au multipolaire. À l'unipolaire. Aujourd'hui, nous sommes dans un multipolaire violent, où on n'a pas nous sommes dans une fragmentation, comme vous en parlez. Souvent, nous sommes dans un monde fragmenté où les alliances ne sont pas figées comme elles le sont. Et donc, on est passé à un autre monde. Aujourd'hui, les alliances sont, comment dirais-je, ne sont pas figées. Vous avez une organisation de la coopération de Shanghai. Vous avez les États d'Amérique latine, d'Amérique du Sud, vous avez l'Afrique et vous avez évidemment des pays individuels qui sont en Afrique, à titre individuel évidemment. Donc nous sommes dans des alliances assez éclatées quand même. Comment comprendre les dynamiques politiques à l'œuvre en Afrique de l'Ouest actuellement, c'est Mohamed Zouak, et aussi surtout les fragilités institutionnelles qui ressortent de ces évolutions, entre autres dans le Sahel? Il y avait une dynamique avec l'Union africaine, la CEDEAO, si on se souvient, une vraie volonté de coller un petit peu au modèle européen ou dans d'autres régions du monde, faire un regroupement continental ou sous-continental pour la CEDEAO, qui ait une certaine cohésion et qui ait des programmes communs. On se souvient notamment de la volonté d'avoir un passeport africain, la volonté d'avoir une monnaie commune ou une monnaie unique sur le continent, une intégration économique plus forte au niveau de la CEDEAO. Et finalement, on a l'impression qu'on est passé à un autre momentum, à une autre phase, et avec une sorte de retour, pas retour vers le futur pour le coup, mais un retour en arrière, un retour sur des périodes un peu délicates en Afrique avec justement les coups d'État, les changements de régime. On l'a vu encore récemment avec une tentative de coup d'État qui n'a pas pu finir face au régime du président Talon, je crois. Donc on a un mouvement qui est une sorte de bégaiement de l'histoire dans cette région, sur ce continent, avec un retour encore une fois, à la force. Mais alors là, pour le coup, c'est pas la force qui gagne via les urnes. On parlait de Trump tout à l'heure, mais une force qui revient avec les armes, et ça déstabilise complètement le continent, avec un éclatement
de ce continent, ou en tout cas de cette initiative, même si tout n'était pas parfait avec l'Union africaine, avec la CEDEAO, mais il y avait quand même une volonté. On a l'impression que cette volonté a été complètement gelée, a été complètement mise de côté, même s'il y a encore des initiatives, notamment le gazoduc Nigeria-Maroc qui va irriguer tout l'Ouest africain jusqu'en Europe. Donc il y a quand même des projets régionaux, mais cette dynamique continentale semble battre de l'aile et de plus en plus, il y a une sorte de modèle. Alors, on ne sait pas ce que ça va donner, parce qu'en tout cas, il y avait une sorte d'enthousiasme des peuples de ces 3 pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Il y avait un enthousiasme au départ, quand la France est partie. Ensuite, quand il y a eu une prise de pouvoir militaire dans les 3 États, avec une aide des Russes pour essayer de combattre le terrorisme, même si les résultats ne sont pas si exceptionnels que ça, et là aussi c'est compliqué. Peut-être qu'il y a une volonté de reprendre la main avec justement cette armée commune ou cette alliance militaire des 3 États, mais on a l'impression que la question est difficile. Le terrorisme est une hydre qui est difficile à anéantir. Quand on coupe une tête, il y en a une autre qui repousse. Et la fragilité institutionnelle n'aidant pas. Et les institutions qui ne se remettent pas. C'est-à-dire qu'il aurait pu y avoir un coup d'État militaire, même si je ne le valide pas, mais en analyse froide, on pourrait avoir un coup d'État militaire avec une transition et au bout d'1 an, au bout de 2 ans, un rétablissement institutionnel. Il y a certains pays qui ont pu le faire. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et les perspectives sont quand même assez pessimiste quant à un rétablissement institutionnel dans ces 3 États. Avec le paradoxe, évidemment, que ces changements inconstitutionnels ont été salués par la population. Il faut le signaler. C'est peut-être paradoxal, mais ces changements... On sent qu'il y avait un ras-le-bol, effectivement, vous avez tout à fait raison. Il y avait un ras-le-bol des populations, à la fois sur la présence française. Malheureusement. On l'a vu suite aux 2 opérations militaires françaises contre le terrorisme, avec le soutien du gouvernement de l'époque au Mali. Mais cette population qui avait un certain ras-le-bol contre le terrorisme, contre la présence française, contre ses propres institutions, ou en tout cas les représentants élus, et finalement ont salué l'arrivée au pouvoir des militaires, mais qui maintenant, peut-être, il y a des sentiments mitigés au niveau de la population. Est-ce que ces nouvelles autorités militaires parviendront à maintenir leur pouvoir, ou bien il y aura une colère populaire qui redemanderont à ce qu'il y ait des élections démocratiques Ça, personne ne le sait encore. Ça, personne ne le sait. Peut-être 2026 nous le dira. Mais en tout cas, ce que l'on leur souhaite, c'est la paix, la stabilité, parce qu'ils n'en ont que trop souffert de cette instabilité et souffrent toujours du terrorisme qui en a découlé, qui ravage aujourd'hui les populations. Vous avez parlé tout à l'heure de réfugiés, des millions de réfugiés. Absolument. Et là, ça part du Sahel jusqu'au Soudan. Tout à fait. Ce qui me mène justement pour la question du Soudan. Mais avant le Soudan, parce qu'il y a quand même toute une dynamique qui a évolué en 2025 au Moyen-Orient, notamment après cette trêve, on peut l'appeler ainsi, c'est pas la paix, c'est pas un accord de paix pour l'instant à Gaza. Quel changement après la trêve, colonel Saoud? Et quel changement aussi après les reconnaissances internationales de la Palestine, de l'État palestinien? Évidemment, le 7 octobre a été une triste date, avec évidemment une lueur, c'est que le problème palestinien jusqu'ici un peu ignoré a eu de la visibilité. Et les reconnaissances sont quand même venues avec ça, parce que le monde était occupé plutôt avec l'Ukraine et on a oublié le reste. Ceci dit, nous sommes dans un conflit... Le plus vieux conflit qui existe aujourd'hui, c'est celui-là, avec toutes ces... qui influent sur l'environnement immédiat, avec un croissant chiite qui est pernicieux, avec un Yémen
qui est complètement déchiqueté, et vous avez quand même une saturation de la conflictualité. Ça fait longtemps que tout ça existe. Le Moyen-Orient, l'Iran et tout. Le Soudan. Le Soudan. Bon, oui, mais le Soudan aussi, il n'en est pas à son premier oui, mais le Soudan... conflit, ni coup d'État aussi, Absolument. il en a connu beaucoup. Hein, c'est le beaucoup de record, guerres aussi. Record historique des coups d'État en Afrique, oui. Et donc là, nous sommes dans une confrontation d'ego entre les dirigeants, plus l'influence extérieure, malheureusement, d'un côté comme de l'autre, qui réussit, entre guillemets, à pérenniser ce conflit et dans un pays quand même immense, assez riche, assez... Notamment en or. En or, bon, que beaucoup d'autres exploitent, où les ingérences étrangères se mêlent et s'entremêlent sans aucune logique géopolitique. Et c'est ça qui fait... N'oublions pas aussi quand même un pays ami, la Libye, qui n'arrive pas à retrouver sa stabilité. C'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter. Et notre continent africain, dont on a choisi la profondeur comme action stratégique majeure, doit revenir à une paix durable, malgré tout ce que le colonialisme a laissé comme conflits religieux, tribaux, claniques, etc. On n'arrive pas à... Maintenant, est-ce que l'avenir augure de quelque chose de bon? Mon caractère optimiste me dissuade de le penser comme ça. Vous n'êtes pas le seul, puisque Giorgia Meloni, la présidente du Conseil des ministres italien, a déclaré que, je cite, « L'année que nous avons passée a été dure pour nous tous, mais ne vous inquiétez pas, la prochaine sera bien pire. » Fin de citation de la présidente du Conseil des ministres italiens. J'en parlais dans mon préambule, c'est un événement qui aura quand même marqué la scène internationale, c'est ce mouvement des jeunes qui a éclaté un peu partout, notamment en Asie du Sud-Est. Ce mouvement-là, d'abord, comment se fait-il qu'il ait gagné autant en popularité? Bon, bien sûr, ce sont les réseaux sociaux, mais comment il a réussi à s'insérer dans le débat public actuel, Mohamed Zouar? Alors oui, vous faites bien de souligner l'Asie du Sud-Est où le mouvement des jeunes a conduit à des changements de régime. Tout à fait. Donc c'était assez particulier, alors qu'on aurait pu penser que ça allait être quelque chose de relativement inoffensif. Non, non, ça peut aller très très loin. Mais je dirais que la plupart des révoltes populaires sont l'œuvre de la jeunesse, hein, très souvent. Sauf qu'elle est moins étiquetée, enfin les révoltes passées sont moins étiquetées jeunesse ou moins exclusives à la jeunesse. Et là, vu que c'est sur les réseaux sociaux, vu que le nom rassembleur Gen Z ou Gen Z en anglais correspond à une jeunesse, à une génération, c'est ça qui nous saute aux yeux et on pense qu'il n'y a que des jeunes. Mais mai 68, par exemple, c'était aussi des jeunes, hein, par exemple, même s'ils n'ont pas, ça n'a pas abouti à un changement de régime, mais ça a abouti à des changements quand même assez importants au niveau de la France. Il y a l'idéologie, c'est là la différence, en fait. Parce qu'on ne sent pas qu'il y a une réelle idéologie ou une poussée idéologique qui anime ces jeunes. C'est un ras-le-bol. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec les printemps arabes. Où il y a eu un ras-le-bol par rapport à une situation, par rapport à une situation de blocage, par rapport à des problèmes économiques, par rapport à des problèmes existentiels, et puis aussi au niveau des libertés. Les gens ont besoin de souffler, la soupape, la cocotte minute doit à un moment siffler. Et ça, malheureusement, dans les pays touchés par le printemps arabe, mais aussi ces pays d'Asie du Sud-Est où il y a eu un changement de régime suite aux manifestations de la Gen Z, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir une idéologie ou d'avoir un parti politique structuré ou un mouvement structuré pour qu'il y ait naissance de manifestations populaires, et là en l'occurrence de la jeunesse. C'est plus un ras-le-bol parce qu'il y a une sorte de décalage mais entre... Mais les revendications sont légitimes.
Tout à fait, avec des raisons légitimes. Quand je parle de ras-le-bol, c'est... L'école... tout à fait. C'est un ras-le-bol par rapport à une situation économique, sociale, politique parfois aussi, qui sont tout à fait légitimes. Et je pense que l'élément particulier à ces mouvements Gen Z, c'est qu'ils vivent connectés, ils sont connectés au monde. Désorganisés aussi. Ils sont, ou en tout cas c'est beaucoup plus liquide. Effectivement, l'organisation est beaucoup plus liquide. On n'est pas dans des structures, ce qui d'ailleurs pose des questions, enfin pose des difficultés au pouvoir pour qu'ils puissent les maîtriser. D'ailleurs, ce qui s'est passé, je crois que c'était au Népal, me semble-t-il, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont coupé Internet. Enfin, il y avait une question liée à Internet, et c'est ça qui a créé l'étincelle, et ça a explosé. Donc en fait, on est dans une jeunesse qui est connectée, qui vit un peu connecté au monde, dans un espace virtuel, et qui voit que sa proximité, in real life, la vie in real life, il se retrouve dans quelque chose qui est de l'ordre du passé. Des autorités qui sont complètement dépassées, des politiques publiques qui sont inefficientes, inefficaces, une corruption endémique, et donc il y a une véritable volonté de changer de monde. Et donc cette jeunesse-là, au début c'est des contestations, des mots d'ordre, une volonté de changement, et puis ensuite ça devient un conflit et des militaires qui à un moment abandonnent la défense du palais présidentiel par exemple, et on se retrouve avec un changement de régime. Oui, ouais, avec des vues peut-être sur le palais présidentiel. Je ferme la parenthèse. Quelles sont aujourd'hui les menaces cyber et comment évoluent-elles dans le contexte géopolitique actuel? D'autant plus que nous nous apprêtons à commencer une nouvelle année, ce qui me mène à la dernière question, d'abord sur les cybermenaces, puisqu'on parle de ce monde virtuel qui dessine nos réalités aujourd'hui. Quelles sont ces cybermenaces? Comment devraient-elles évoluer au vu du contexte actuel, colonel Saoud, et aussi vos prévisions pour 2026? Alors, la cybermenace est une menace complexe parce que d'abord, elle touche les infrastructures vitales, elle touche les systèmes et elle touche l'information. Donc, pour les États, c'est quand même un double challenge. Elle est comme toutes les menaces ou comme toutes les criminalités, parce qu'il s'agit d'une criminalité, en avance sur les États. Ça, il faut bien le garder en tête. Et donc, il y a un enjeu de cybersécurité qu'il faut faire, parce que de l'anticipation, c'est bon, mais on demandera plutôt à répondre rapidement à cette menace et à cette cybercriminalité, parce qu'il a une étape d'avance. Sur le 2026, sans pessimisme béat, je ne vois pas de changement dans le sens positif. Mais aujourd'hui, l'avenir appartient aux États intelligents, comme on les appelle. C'est quoi un État intelligent? C'est un État qui diversifie ses alliances. C'est un État qui maîtrise la technologie. C'est un État qui assure la stabilité sociale. Et c'est un État qui est dans la diplomatie plurielle. Et j'y vois la posture de mon pays sans patriotisme béat. Ni pessimisme, ni optimisme béat. Parce que, Madame, dernier point, si vous permettez, bien sûr, colonel, ce que nous avons vu à l'ouverture de la CAF, qu'est-ce que j'ai lu? Le préambule de la Constitution marocaine. La marocanité, la multiculturalité, la mazérité, l'ouverture vers l'Afrique, c'est ce que j'ai lu. Quand j'ai relu le préambule, je me suis dit que cette cérémonie correspond à ce pays-là qui a bien montré son ambition, son altruisme à l'endroit de tout le monde, et que ça continue. Très bien. M. Mohamed Zouak,
La CAN d'ailleurs qui devrait se poursuivre jusqu'en 2026. Tout à fait. Donc une CAN 2026 qui continuera avec la CAN. Oui. Sur les relations internationales pour 2026, je pense qu'il y aura une accentuation du processus qui est à l'œuvre depuis quelques années, et notamment en 2025, à savoir une multipolarité, on en a parlé, mais des relations internationales qui sont à la carte, des alliances qui sont à la carte. On l'a vu avec, par exemple, la Turquie qui, sur certains dossiers, va être plutôt d'accord avec la Russie, puis à un moment va être plutôt d'accord avec l'Ukraine, par exemple. Donc on voit que, et les pays africains aussi sont dans cette optique-là, de manière assez décomplexée, et ça c'est beau à voir, des pays africains qui, clairement, sont en train de jouer des alliances à la carte en fonction des dossiers, en fonction de leurs intérêts. Et donc c'est clairement des choses... on est beaucoup plus dans la real politique, mais à tous les niveaux. C'est pas seulement la real politique pour les grandes puissances, mais tous les pays sont en train de jouer les oppositions. Ah tiens, la Chine, pourquoi pas, le Japon, la Russie, les États-Unis, etc. Deuxième élément qui me semble un mouvement assez important, c'est un investissement, un surinvestissement qui va continuer sur l'armement. L'Europe, on le voit, les États-Unis, la Russie, la Turquie, Israël, les pays du Golfe, la Chine évidemment, certains pays africains. La conflictualité, on n'a pas parlé de l'Inde avec le Pakistan aussi, qui a failli arriver, la guerre a failli être déclachée. Cette conflictualité latente fait qu'on a besoin de se protéger, on a besoin de se préparer à la guerre. Pour avoir la paix, il faut se préparer à la guerre. Donc on est vraiment dans des budgets de défense qui augmentent. Encore un seul mot sur la cybersécurité. Cette cybersécurité, ou en tout cas les risques avec cette intégration informatique, numérique, de plus en plus importante dans nos économies, nous rend beaucoup plus fragiles aux menaces cyber, et en même temps, on sent qu'il y a une volonté de prise en main sécuritaire, cybersécuritaire, des nations, avec certaines sociétés qui sont à l'œuvre pour donner un maximum d'informations aux États, aux services de renseignement. Et donc ça, on est vraiment aussi dans un mouvement de fond. On l'a vu avec Palantir et les États-Unis, par exemple, et puis d'autres pays qui investissent en masse pour le contrôle des données numériques, de la cybersécurité, de la cybersurveillance aussi. Donc ça aussi, c'est un mouvement de fond qui va s'accentuer, me semble-t-il, en 2026. Merci beaucoup. Merci, Mohamed Zouak. Merci à vous. Merci à vous également, colonel Saoud. Je vous souhaite en avance une bonne année. Merci beaucoup. Meilleurs vœux. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode rétro international sur Questions d'actu. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée.